Philippe Vigier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Vous présidez le groupe centriste à l'Assemblée, le groupe UDI. Je voudrais d'abord que vous m'expliquiez ce que vous allez faire quand la réforme du Code du travail va arriver à l'Assemblée. Parce qu'en très peu de temps d'intervalle, vous avez signé 2 tribunes. Une avec Frédéric Lefebvre, où vous expliquez que vous voterez la loi El Khomri, quel que soit le sort qui soit réservé à vos amendements. Là, je cite les termes de la tribune. Et dans l'autre, où il n'y a pas Frédéric Lefebvre, vous la signez avec 16 autres parlementaires et vous dites que vous ne voterez la réforme que si elle n'est pas édulcorée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Mais il s'est passé un séisme qui ne vous a pas échappé. Vous avez bien entendu la sortie de Mme Aubry. Mme Aubry, qui il y a 20 ans était ministre du Travail. Entre les 2 tribunes. Et entre les 2 tribunes, parce qu'elles ne sont pas publiées toujours. D'accord, parce qu'elles sont publiées simultanément. Non, mais simplement, je ne voudrais pas. Pour une fois qu'il y a un texte offensif, avec ce cancer généralisé que l'emploi, pour une fois que l'on prend le problème à bras-le-corps, je dis que le texte qui est proposé par Mme El Khomri, du moins ce que l'on en sait, puisqu'il va passer, le Conseil des ministres, le 9 mars prochain, eh bien, sur le texte de départ, s'il est ainsi, s'il n'est pas dégradé, je le voterai. Et nous ferons, comme nous l'avons fait dans la loi Macron, des propositions offensives. Moi, je n'en peux plus de ce pays dans lequel il y a les archaïques qui nous disent on touche à rien, le Front de gauche, le Front national, les amis de Mme Aubry et les autres qui veulent essayer de réformer ce pays. Et si vos amendements sont rejetés, vous votez quand même? Si, ça dépend. Non, ça dépend si le texte est dénaturé ou pas. C'est ça qui n'est pas clair. Non, mais c'est très simple. Vous avez vu qu'il y a des motifs... Expliquez-moi lentement. Très simplement. Il y a des motifs, notamment de licenciement, qui sont proposés dans le texte El Khomri. Oui. Qui seraient inclus dans le contrat de travail. Qui seraient inclus dans le contrat de travail. C'est ça la nouveauté. Il n'y a pas que cela. Il y a les accords offensifs également en faveur de l'emploi. Oui, mais en termes de licenciement, la nouveauté... Pour les licenciements, on sait très bien que c'est une nouveauté très importante. Et également, deuxième nouveauté très importante, c'est le plafonnement des indemnités prud'homales. Si jamais Manuel Valls ou François Hollande, pour satisfaire une partie de sa gauche, revient en arrière. Si je dis ça, c'est parce que la loi Macron m'a montré qu'on était capable, par rapport à un texte initial, de revenir en arrière. Donc je dis au gouvernement, vous allez dans le bon sens, mais attention, ne revenez pas en arrière pour satisfaire des archaïques qui préfèrent que le pays s'enlise dans le chômage et les salariés français, malheureusement, dans la misère et toujours plus de chômage, plutôt que d'aller dans le bon sens. C'est pour cela que je dis cela avec beaucoup de gravité. Il y a des pistes qui sont intéressantes, il faut les emprunter. Donc, si marche arrière sur les 2 points que vous venez de citer, vous ne votez pas? Mais non. D'accord. Non, ça sera Comme ça, c'est complètement clair. Ça sera un texte pour rien. Est-ce que toute l'UDI, tout le groupe UDI est sur votre position? Écoutez, on va travailler les prochains jours. Vous savez, au groupe UDI, on a cessé... Les vacances, donc... Les vacances parlementaires, mais Arnaud Richard fait des auditions actuellement sur le dialogue social, sur le paritarisme, et il le fait également avec d'autres parlementaires du groupe, comme Francis Vercamer, et je participe à ces auditions, parce que nous sommes attachés à quoi? Nous sommes attachés au dialogue social, nous sommes attachés à la compétitivité de la France, et nous sommes attachés à l'idée simple selon laquelle ce pays doit sortir de l'ornière. Ça a toujours été ce que nous avons fait, faire des propositions. Vous pensez que votre position est majoritaire au groupe? Écoutez, je pense franchement qu'elle est majoritaire, et en tout cas, on travaillera, on débattra, mais regardez, sur la déchéance de nationalité, sur la réforme constitutionnelle, nous sommes arrivés quasiment tous à bon port. Alors, vous parlez de la gauche archaïque, ça veut dire qu'à contrario, il existe une gauche moderne. À 15 mois de la présidentielle, est-ce que des majorités d'idées peuvent encore émerger, ou est-ce qu'il s'agit seulement d'aller au secours d'un gouvernement qui n'a plus de majorité à gauche? Il ne s'agit pas de voler au secours. Écoutez, il y a, depuis que François Hollande est président de la République, 1 million de chômeurs en plus. On a vu des chiffres pour janvier, on n'est même pas sûr qu'ils soient justes. Imaginez quand même... Il y a des sorties inexpliquées. Oui, enfin, les sorties inexpliquées, c'est quand même grave, parce que ça concerne des hommes et des femmes qui n'ont pas de travail. Là, il y a un texte qui semble aller dans le bon sens. Eh bien, ce texte, nous l'accompagnerons. Il ne s'agit pas de faire une majorité de rechange, il s'agit de dire ce que nous avons toujours dit. Opposition constructive, opposition qui propose. Par exemple, moi, je serais favorable à ce que sur les seuils sociaux, on puisse les remonter dans les entreprises, il y aurait moins de contraintes. Ils ne sont pas du tout invoqués dans la loi. Actuellement, c'est vrai, mais dans la loi Macron, nous l'avions proposé, le gouvernement l'avait refusé. Il faut dire que les syndicats avaient quitté la table dès que le sujet avait été Absolument. Je proposerai également que le référendum dans les entreprises puisse être également réalisé à la demande du chef d'entreprise, ce qui n'est pas dans la loi. Parce que moi, je veux qu'il y ait de la souplesse. D'accord. La plus grande précarité, c'est le chômage. Je ne sais pas si vous avez entendu Jean-Vincent Placé ce matin. Il a parlé à propos de ce texte, toujours El Khomri, de
clarification nécessaire et d'une clarification qui pourrait aboutir à un rassemblement au-delà de la gauche. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas plus proche d'un Jean-Vincent Placé qui lui dit qu'il travaille mieux sur les sujets économiques avec Jean-Pierre Raffarin ou Frédéric Lefebvre qu'avec toute une partie de la gauche qu'avec toute une partie de la droite? Je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Vincent Placé, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté des archaïques qui disent tout va bien, ne touchons rien, modèle Martine Aubry, on diminue le temps de travail et il y a moins de chômeurs. Ça, c'est l'échec total. Et il y a ceux qui veulent réformer le pays en profondeur, la droite, le centre. Nous essayons de porter cela. Il y a des écologistes comme Jean-Vincent Placé, puis des sociodémocrates, ceux qui sont les amis de Manuel Valls. Donc ce serait possible qu'il y ait un pôle réformateur en France, rassemblant les modernes de tous les partis? Il ne faut pas généraliser. On est sur un texte dont on voit bien qu'il y a des lignes de fracture qui sont en train de se faire. De toute façon, je vais vous dire une chose, je suis persuadé qu'au-delà de 2017, il y aura une recomposition politique. Ça veut dire que rien ne peut se passer avant la présidentielle? Mais vous savez très bien que l'élection fondatrice, là où il y a une nouvelle majorité qui se dégage, c'est la présidentielle. En revanche, sur un texte, s'il va dans le bon sens, eh bien, on pourra voter ce texte. On passe au centriste stricto sensu. Le nouveau centre auquel vous appartenez tient son congrès le 5 mars. De quoi allez-vous parler? Écoutez, c'est un congrès important autour d'Hervé Morin, autour de tous ceux qui ont fondé le nouveau centre, qui, je rappelle, était la formation politique centriste, qui avait refusé de rentrer dans l'UMP et qui avait, je vous rappelle, coupé les ponts avec le MoDem. Nous disons quoi? Que l'UDI est une confédération, que l'UDI doit participer à la primaire de la droite et du centre, parce que nous voulons réussir l'alternance. Ce n'est pas un problème de personnalité de tel ou tel. Il s'agit de savoir, oui ou non, si on est capable de remettre cette France sur les rails. D'accord, mais pour participer à la primaire, à un moment, il faut un candidat. Hervé Morin laisse entendre que ça ne l'intéresse absolument pas. Jean-Christophe Lagarde, qui est le président de l'UDI, se montre très peu enthousiaste. Il va quand même falloir trouver quelqu'un. Alors qui? Laurent Hénart, le chef du parti radical? Ça peut être Laurent Hénart, ça peut être peut-être d'autres qui Vous souhaiteriez, vous, qu'Hervé Morin se dévoue? Moi, je vais vous dire les choses très simplement. Nous allons rencontrer les Républicains dans les prochains jours pour réussir l'alternance. Quand ça? Dans les prochains jours. Le rendez-vous n'est pas encore fixé, mais il va l'être très bientôt. Donc c'est une réponse positive à la demande qu'avait faite Hervé Morin de se voir avant même que les centristes prennent leur décision sur la primaire. Non, mais Jean-Christophe Lagarde, je vous le rappelle, a écrit à Nicolas Sarkozy lui disant que nous étions d'accord pour participer à une primaire de la droite et du centre, mais qu'il fallait évidemment plusieurs conditions. 1, qu'on organise ces primaires. 2, qu'il y ait un accord législatif. 3, qu'il y ait un accord de gouvernement. Et 4, qu'il y ait des valeurs que nous représentions les uns et les autres qui soient reprises là-dedans. Donc il faut qu'il y ait des candidats centristes à la primaire. En tout cas, pas un seul. Au moins 2 au nom du pluralisme. Ou alors, pourquoi pas... 2 candidats centristes à la primaire? Moi, écoutez, je ne vois pas comment il peut y avoir un seul candidat. Moi, je suis favorable à ce que notre courant, qui existe, qui pèse quelque chose, on le voit bien, des élections municipales, élections départementales, élections régionales, les Républicains seuls n'auraient pas pu gagner. Nous voulons demain, dans la nouvelle majorité, peser pour faire en sorte de remettre une fois de plus ce pays dans la bonne direction, peser sur les arbitrages. On pèse davantage avec 2 candidats qui risquent de diviser le score centriste par 2. Non, mais il y en aura peut-être 2, il y en aura peut-être un seul. En tout cas, on ne peut pas fermer, on ne peut pas verrouiller les choses. Moi, je souhaite qu'on soit dans cette primaire. Peut-être au final, il n'y aura-t-il pas de candidat aux primaires de la droite et du centre, mais il faut que l'UDI soit pleinement dans ces primaires qui doivent être des primaires populaires. Parce que l'élection présidentielle, c'est l'élection fondatrice. Il faut qu'il y ait 3, 4, 5 millions peut-être de personnes qui en ont marre de cette gauche archaïque et qui veulent justement qu'on soit capable de bâtir cette nouvelle politique. Est-ce que un candidat centriste qui ferait un tout petit score à la primaire, parce qu'il y aura beaucoup de candidats et de candidats de droite, en tout cas, centristes, je ne sais pas, ça ne risque pas d'handicaper les centristes dans leurs négociations avec la droite sur les places aux législatives? C'est par raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait un accord législatif, que nous soyons absolument. Et la deuxième chose, je voudrais juste attirer votre attention sur un point. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qui pouvait penser que Sanders fasse les scores qu'il fait tous les jours? Qui pouvait penser que Donald Trump soit là où il est? Vous savez, les Françaises et les Français... Et non, parce que les Américains, en général, nous précèdent toujours dans l'attitude politique de leurs concitoyens. Ça veut dire qu'un centriste peut gagner la primaire. Il peut y avoir une très belle surprise. Et puis, il y avait un candidat naturel que vous connaissez tous, Jean-Louis Borloo, je le regrette. Je suis persuadé que là, il y avait une véritable opportunité. Il peut revenir? C'est dans la vie, rien n'est jamais terminé. Et s'il est là, on sera là. Au régional, sur 3 têtes de liste centristes, une seule a été élue président de sa région, c'est Hervé Morin, justement votre ami. Certains à droite commencent à dire que la carte centriste n'est pas très porteuse. Que leur répondez-vous? C'est très simple. Quand on regarde les résultats,
dans ma région, sur 6 départements, les 2 départements où nous étions très largement en tête, l'Eure-et-Loir, mon département, et celui de Maurice-le-Roi, le Loir-et-Cher. Et j'observe quand même, je ne suis pas désagréable, que dans toutes les grandes villes tenues par des républicains, on était très loin derrière. Et puis je vais juste vous dire une chose, je crois qu'il y a eu d'autres candidats. À la bergère, donc. Non, mais non, sans agressivité, sans acrimonie, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Aquitaine, que je sache, l'écart entre la candidate républicaine et le candidat socialiste était très grand. Et en Bretagne, n'en parlons pas. Voilà. Très bien. Et puis les attentats, je pense, ont pesé quand même beaucoup sur ce vote où on a vu une montée du Front National. Et cette montée du Front National, ça nous ramène au sujet de départ. Moi, je ne peux pas accepter que ce pays soit dans l'impuissance publique. C'est pour ça que cette loi El Khomri, si elle va au bout, si elle n'est pas dénaturée, si on nous écoute, si on nous entend, eh bien, on pourra l'accompagner. Comme ça, c'est clair. Philippe Vigier, merci et bonne journée.